Nous sommes engagés. Public. Bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est Denis Martel. Cette semaine, je suis avec Benoît Tardy. Salut Benoît. Salut Denis. Et nous sommes aussi avec Louis-Philippe Valiquette. Salut LP. Bonsoir. Cette semaine, les candidats péquistes ne s'entendent pas sur l'immigration. Peter MacKay propose une nouvelle élection fédérale as soon as possible et les démocrates centristes se rassemblent pour battre Bernard Sanders, mon préféré. Salut les gars, content d'être avec vous cette semaine. On a cette semaine un peu d'actualité parce qu'il y a quand même deux courses qui ont cours. Hein? On n'entend pas parler beaucoup de la course au Parti libéral du Québec. Il y a aussi la course au Parti québécois. Peut-être qu'on n'entend pas beaucoup parler de la course au Parti libéral parce qu'on est un petit peu dans notre bulle. Cela dit, il s'est passé quand même quelques petits éléments cette semaine. Il y a Dominique Anglade qui vise un partenariat historique, tel comme elle l'appelle elle-même, avec les régions. Donc, grâce à une charte des régions, un retour de la charte, un document en 6 points et en 31 engagements, on est censé, le Parti libéral est censé renouveler un partenariat et développer un partenariat historique entre le gouvernement du Québec et le monde diversifié des régions. Du côté du Parti québécois, on a PSPP qui veut réduire le seuil d'immigration à quelque chose comme 35 à 40 000 immigrants par année. Et on a la relance de Bastien de 25 à 35 000 qui lui promet seulement 25 à 30 000 nouveaux immigrants par année. Comme quoi, les débats changent régulièrement. Plus ça va, plus ça change au Parti québécois. De son côté, Sylvain Gaudreault est en tête du financement. On a vu aussi que cette semaine, qu'il y avait deux inconnus qui se présentent à la course. Excusez-moi, je n'ai pas été capable de le dire sans rire. J'ai vu quand même l'annonce de Antonio Barnabé, je ne sais pas comment le dire, c'est Barnabé, et de Laurent Vézina, deux païens que je ne connais absolument pas. Benoît, est-ce qu'une charte des régions sera assez pour faire revenir les régions au PLQ? Ça me surprendrait. Je sais pas si vous l'avez lu, le truc de la charte, là. C'est un beau document. Non, mais tu sais, c'est un beau document. C'est une belle affaire, comme il y en a des centaines qui sont produits par des organisations politiques à chaque année. C'est de la tarte aux pommes. Tu sais, c'est pas ça le problème du Parti libéral. Je veux dire, le problème, c'est qu'ils ont déconnecté des Québécois, des francophones, des Québécois des régions, justement, ces fameux Québécois de région, dont nous faisons partie, moi et Denis, parce qu'on n'habite pas à Montréal. Fait que quand on est à Québec, on est dans les régions. C'est ça. Mais, je veux dire, c'est le discours du Parti libéral qu'il faut qu'il revienne. Puis ça, c'est long, là. Je veux dire, ça se règle pas dans l'après-midi ou en décidant, OK, là, on va faire une charte, puis ça va tout se régler. Là, le monde va lire ça, puis ils vont dire, ah non, les libéraux, c'est super cool maintenant. Mais non. Le fait même qu'on sente le besoin d'une charte comme si on s'adressait aux gens des régions, comme s'ils étaient une minorité ou une communauté à part, c'est pas déjà un signe qu'il y a de quoi qui fonctionne pas. Qu'est-ce que t'en penses, LP? Je sais pas, pour mon point de vue, je pense que peut-être que justement ils ont réalisé qu'ils avaient fait un mauvais service pour les régions, puis elle essaie d'engager ce débat-là. Tu sais, je pense pas que, tu sais, oui, naturellement, bon, elle a fait une charte, tu sais, c'est quand même un travail intellectuel, faut pas s'attendre. Tu sais, c'est un... Ça doit être relativement plate de passer au travers du document. On s'attend pas à ce que tout le monde le lise puis le comprenne. Puis c'est pas si pire que ça, les gars. C'est pas si pire que ça. Non, mais quand même, je veux dire, je pense qu'on s'attend plus à ce que, OK, qu'est-ce qu'on va lire dans les journaux? C'est quoi les réactions? Mais je suis quand même pas insatisfait qu'il y ait quand même un début de... Je veux dire, la course à chefferie, c'est quand même un bon moment pour commencer à discuter de ces idées-là. Alors, c'est des idées. Puis tu vois, on l'a dit, le PLQ, il a perdu le vote francophone, il a perdu notamment les régions. Est-ce que
de faire une espèce de charte comme ça, c'est une façon d'essayer d'aller réengager le discours avec eux pour essayer de justement discuter, essayer de trouver c'est quoi les problèmes, qu'est-ce qu'on pourrait régler, peut-être. Est-ce que ça règle la question de pourquoi est-ce qu'on a perdu le vote francophone? Je pense pas. Donc, pour toi, la distinction entre la perte du vote francophone et la perte des votes des régions était suffisamment importante pour dire qu'ils ne réussiront pas à tout régler ça avec une seule initiative? Ben, ça ressemble plus à une initiative qui est plus autour du développement économique ou autour de... alors que peut-être qu'il y a aussi quelque chose de culturel là-dedans. Ben, je voyais Cusson, d'ailleurs, qui promettait un nouveau Bay James, là, carrément. Fait qu'on revient encore une fois au Parti libéral avec le plan Nord. Benoît, sais-tu avec ce genre d'argument-là qu'on va réussir à aller chercher les régions? Ben, je pense que c'est meilleur, en tout cas, qu'une charte. C'est plus concret. C'est plus... puis au moins ça, on peut dire que ils ont l'expérience. Ils l'ont fait, la Bay James, dans les années 70 avec Robert Bourassa. Ça a marché. Il faut leur donner ça. Après ça, le plan Nord, ça a peut-être été moins bon, mais... au moins ça, ils sont capables d'avancer des idées comme ça. Une charte des régions, là, comme j'ai dit tantôt, c'est de la tarte aux pommes. Là. Je veux dire, il y a rien, ils cassent rien là-dedans. Es-tu capable de nous donner quelques points qu'il y avait là-dedans? Je m'excuse, je n'ai pas fait mes recherches par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils ont à nous proposer à l'intérieur de cette fameuse charte? Ben, des trucs d'achat locaux, des lieux communs. Là. Moi non plus, j'ai pas pris de notes, là, mais c'est ça. C'est ça, les achats locaux, ramener les... aider les entreprises qui vont engager de la main-d'œuvre locale, des choses de ce genre, là, des choses qui ont plein de bon sens, qui sont pas, je veux dire, qui ont plein de bon sens, en tout cas, qui sont bien corrects, là, tu comprends, il n'y a rien de... Mais c'est pas ça, là, je veux dire, c'est plus compliqué que ça, le problème du PLQ avec les régions, moi, je pense. Ouais, ben, puis tu sais, dans les mesures, notamment, il y a aussi des choses qui avaient été... aboli par les gouvernements Couillard et peut-être précédents, qu'elle veut ramener comme les groupes de consultation régionaux, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, mais tu sais, peut-être que oui, c'est quand même, je sais pas, tu sais, de reparler de choses qui avaient annulées puis qui se disent « Ok, on a fait une erreur, peut-être qu'il faudrait les faire revenir. » D'accord, c'est un débat qui peut être intéressant, mais tu sais, c'est vraiment comme des points très spécifiques. J'ai pas l'impression que ça anime beaucoup les passions. Pensez-vous qu'il y a plus que des libéraux qui vont s'y intéresser ou c'est vraiment un discours qui va naître et mourir au sein de la bulle libérale? Ben, je pense que ça a toujours été dans le discours péquiste dans les dernières années de on a un grand projet pour les régions, mais ça ne s'est jamais vraiment concrétisé. On verra ce qui va se passer. Maintenant, passons à la course au Parti québécois. On est encore une fois dans les discussions autour des seuils d'immigration. Donc, on essaye clairement de parler à une certaine base de militants ou de sympathisants péquistes dans ce contexte-là. Benoît, comment tu vois ça? Est-ce que ça te parle, toi? Moins on va en promettre, plus tu vas voter pour un candidat? Moi, ce que je comprends pas puis qui me frustre un peu puis qui m'énerve là-dedans, c'est qu'on parle d'un chiffre. Pourquoi on ramène ça à un chiffre? Il me semble qu'on devrait voir ça bien plus dans... Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut intégrer les immigrants d'une manière correcte? Comment, après ça, le chiffre, on prendra ce chiffre-là. S'il y a quelqu'un qui est capable d'interpréter puis de comprendre ce que ça veut dire, puis pourquoi un 25, ça serait mieux qu'un 30 ou qu'un 30, ça serait moins raciste qu'un 20. Ben, écoute, c'est toi qui le dis. C'est ça. C'est à partir de quand on est raciste? Ou à partir de combien on l'est plus? Je veux dire, c'est quoi cette crise de chiffre-là? C'est complètement niaiseux comme raisonnement. Ça devrait pas être présenté de même pantoute. Non, c'est ça. Puis, au final, c'est juste mettre un autre chiffre à côté d'un autre chiffre, parce qu'après ça, comme tu dis, ce qui est important, c'est d'être capable de les intégrer. Puis après ça, est-ce que c'est de dire, si je mets 25 000, là, je vais pouvoir mettre tant de millions pour les accueillir, mais là, si je mets 30 000, ça dépasse... C'est comme je me questionne sur vraiment le pourquoi de ce débat-là aussi profond qu'on peut. Ben, c'est parce que ça marque l'imaginaire. Moi, j'en ai déjà parlé là, avec d'autres péquistes, puis ils disent non, ça prend un chiffre parce que les gens, ils veulent un chiffre.
puis si tu leur mets pas de chiffres, ils sont comme ça reste dans le flou, puis c'était ça l'argument. Moi, je suis pas d'accord avec cet argument-là, mais c'était ça l'argument qui explique pourquoi ils sont tout le temps en train de mettre un chiffre. Mais s'il y avait la CAQ, pas nécessairement, je sais pas, la CAQ, y avait-tu un chiffre où il disait juste on va en prendre moins, puis on va en prendre soin, puis ça suffit? Je veux dire. Ben, il avait amené un peu le débat justement sur notre capacité à les intégrer en français, à les accueillir, puis à leur offrir des services, puis des services de francisation. C'est vrai que ça l'avait été amené, mais effectivement, il me semble que si le chiffre était associé à justement une explication sur ce que ça l'implique au point de vue de nos ressources, de notre capacité à bien les intégrer, ça serait déjà un peu plus logique. Sinon, est-ce qu'on a entendu ce discours-là? Y a-t-il un candidat qui se dirige vers ça? Je sais que toi, Benoît, qui est très, très au fait des actualités péquistes. Exagéré. Est-ce que c'est un discours que tu as vu qui était développé un peu? Un argumentaire? Un argumentaire qui voudrait qu'on parle moins de chiffres puis qu'on parle plus d'intégrer les immigrants? Ou bien qu'on les... Ils font les deux. Et tout le monde dit qu'ils vont faire les deux. Tu sais, t'as Sylvain Gaudreault, lui, il dit que c'est trop important pour qu'on mette des chiffres là-dessus. Puis, tu sais, donc... c'est une façon de botter en touche. Tu sais, on reproche aux autres de mettre des chiffres. Celui qui en met pas, on l'accuse de botter en touche. Ben, c'est pas... Je sais, moi, je trouve que le chiffre, ça n'a pas de bon sens, mais s'il faut absolument en mettre un, là, on pourrait peut-être tourner les projecteurs vers d'autres choses que ce chiffre-là. Tu sais, faudrait que ce soit accompagné de « OK, mais le chiffre, c'est pas important. On va vous en donner un parce que ça vous en prend un. Puis après ça, on va vous dire qu'est-ce qu'on va faire. » Le pire, est-ce que ça prend un chiffre? Mais c'est tellement ça, man. C'est pas le prochain chef du PQ, c'est le prochain chiffre. Prochain chiffre! C'est quoi le prochain chiffre du PQ? C'est ça qui nous intéresse. Moi, je dis 20 000. Moi, je dis 3. 3. C'est ça le titre de l'épisode. Ouais, ça prend un chiffre. En fait, moi, je pense que ça prend 2 chiffres. 2. Ça prend un chiffre. S'ils sont pour me mettre un chiffre de combien de combien de nouveaux arrivants qu'ils veulent, ben qu'ils me mettent un chiffre à côté qui me dit combien est-ce qu'ils vont dépenser pour les intégrer, parce que c'est plus ça qui est important. Fait que c'est ce rapport-là qui va jouer le rôle. C'est pas un des 2 chiffres qui est important, c'est les 2 qui sont en relation qui ont vraiment un impact. Puis tu sais, moi, tu demandes à un péquiste, on va recevoir 150 000, puis ils vont tout avoir un cours de 2 ans sur pourquoi est-ce qu'il faut être péquiste, puis je suis sûr que ça ne leur dérangera pas d'en avoir 150 000, hein? Donc, c'est pas la course à la chefferie, c'est la course à la chiffrerie. OK. Si on regarde là, les chiffres par pays, ça donne quoi? Là? On a-tu des comparatifs ou quelque chose qui nous permet de voir où on se situe par rapport à cette réalité-là, Benoît? Ben, moi, j'ai fait ça vite, là, mais c'est pas... Encore une fois, le problème, c'est que ça peut jouer d'un point de pourcentage ou 2. Là. Pas de point, mais de point décimal ou 2. Là, mais à 50 000, on est à 6,25 par 1000 habitants. Puis ça nous place au-dessus d'à peu près tout le monde, sauf les pays comme le Qatar puis tout ça. Donc, tu sais, je sais pas c'est quoi, là, que... Si pour faire dans les mêmes proportions que les États-Unis, qui sont probablement un pays qui accueille des immigrants, il y a personne qui va dire que les États-Unis n'accueillent pas d'immigrants, ben au Québec, ça serait à peu près aux alentours de 25-26 000. Puis pour en accueillir autant que la France, ben là, on tombe à 11 000. Fait que je sais pas qu'est-ce que nous autres à 40 000, je sais pas qu'est-ce que nous autres à 40 000, on aurait de si terriblement épouvantable pour les immigrants, là, mais regarde, apparemment que c'est peut-être parce que personne ne veut y aller en France. Ils ont de la misère à l'atteindre, leur 11 000. En fait, les Français quittent comme c'est là. Puis au point de vue des nouvelles candidatures, il y a qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'un Laurent Vézina? C'est qui Laurent Vézina? Y a quelqu'un qui le connaît? Là? Ben, moi, je le connais parce que c'est un gars de la Rive-Sud de Québec. Là. Je l'ai rencontré une fois ou deux. C'est pas... il est pas inintéressant, moi, je trouve. Lui, il est vraiment très real politique. Tu sais, là, du genre... quand tu vas avoir ton indépendance, là, peu importe c'est qui le président des États-Unis, peu importe c'est qui le président français, le premier ministre de l'Alberta, là, la première affaire qu'ils vont te demander, là, c'est qu'est-ce que ça me donne à moi, ça, cette indépendance-là? C'est quoi le deal avec moi? Fait que ça, là, je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler de ça au PQ. Donc, ne serait-ce que pour amener cet élément-là, c'est pas inintéressant. Là. L'autre monsieur, je le connais pas. La seule affaire que je sais, c'est qu'il
Lui, il va déclarer l'indépendance du Québec le soir de l'élection s'il est élu. Ça fait que c'est pas trop. Là. Ça m'apparaît un peu farfelu. Il interpellait directement les fédéralistes dans son communiqué de presse en disant « Puis vous, les fédéralistes! » Ouais, non, mais c'était quand même bien drôle. Tu sais, comme tu dis, Benoît, s'il se fait élire majoritaire, paf, il déclare le Québec un pays, puis il laisse 2 ans aux fédéralistes pour régler la question des liens avec le Canada. Puis s'ils sont pas capables, ben, too bad. Je trouvais que c'était un peu comique, mais en même temps, je sais pas, moi, peut-être qu'on va débattre de questions autour de la mécanique du truc, là, puis pourquoi pas, là. Ce qui fait qu'on trouve ça un peu bizarre, c'est que ça n'a jamais été envisagé de même, non, jamais dans le mouvement indépendantiste, parce que, somme toute, c'est pas si farfelu. Peut-être que le soir de l'élection, pendant son discours, c'est peut-être un peu exagéré, mais en chambre, dans les semaines qui suivent, là, ça serait pas nécessairement illégitime. Moi, c'est plus le côté de demander aux fédéralistes de régler la question des liens avec le Canada. Après, moi, ça sonne un peu Brexit qui chie. Là, ouais. Ouais, moi aussi, c'est à ça que ça m'a fait penser. Mais en même temps, tu sais, je pense qu'on n'a pas... c'est moi qui ai tort de ridiculiser un petit peu premièrement, on est là pour valoriser l'engagement politique. Fait que déjà... mais en dehors de ça, effectivement, ça amène une nouvelle lumière, une nouvelle façon d'envisager la façon de faire l'indépendance. Puis c'est pas inintéressant, effectivement. Là, faut pas... je pense qu'il faut pas prendre ça trop à la légère. Cela dit, par contre, je veux dire, là, on a rencontré 3 personnes qui se présentaient, 3 des candidats qui se présentaient. Il va-t-il falloir qu'on fasse encore 3 autres entrevues? J'espère qu'on aura Bastien dans les prochaines semaines. Mais là, ça va commencer à en faire des entrevues à faire si on veut absolument toutes les passer. Je constate à travers tout ça aussi qu'il n'y a pas encore de femmes qui se sont présentées. Ouais. Comment t'expliquerais ça, toi, LP? Est-ce que... c'est quand même un risque là, d'aller là. Est-ce qu'il y a Premièrement, est-ce que il y a des gens qui sont intéressés? Est-ce que... Je sais pas. Peut-être que... Tu sais, j'ai hâte de voir ça. Moi, j'imagine que ça va venir. Là, tu sais, je vois pas pourquoi ça viendra pas. Pourquoi ça viendrait pas. C'est sûr qu'on le sait, il y a moins de femmes en politique en général. Mais je pense que ça ferait du bien d'avoir un petit portrait différent là-dessus. Puis comme on dit, avoir plus de points de vue, c'est toujours plus intéressant, ne serait-ce que pour entamer le débat. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui sont déçus de ne pas voir les Véronique Yvon, les grandes femmes du parti en ce moment, là, qui se présenteraient à la course. Mais en tout cas, je pense que le PQ est quand même dans une drôle de place en ce moment, puis est-ce que c'est pour ça qu'elle serait pas intéressée, peut-être? Est-ce que c'est pour d'autres raisons? Benoît, où sont les femmes? Ils ont décidé de rester chez elles, je pense. Ils n'ont pas eu envie de se mêler de ça. Ils ont décidé de rester chez eux. Ouais, là, il va falloir que tu donnes peut-être un peu plus de précision sur c'est quoi, ça. C'est une chanson des années 70. C'était qui donc? C'est Claude François, genre? Non, c'était pas Claude François. C'était... c'est pas un show pour les vieux. Non, je le sais, c'est pas un show. T'as raison. Boomer! Il aurait fallu que tu nous répondes « OK, Boomer ». Ouais, c'est ça. On n'est pas des boomers. C'est tellement vieux que je le savais même pas que c'était Boomer. C'est même pas Boomer. La chanson est Boomer. Nous autres, on l'est pas. Probablement. Lui, il l'est, ouais. Moi, je suis un X. On est des vrais X. Moi, je suis un On est tellement des X qu'on se fait traiter de Boomer. Ouais, vous êtes là pour vous battre. On n'existe tellement pas. Vous êtes là pour vous battre. On est tellement des X. Nous autres, on vient de Québec, puis on est dans le groupe d'âge. Oublie ça, man. On est des X. Mais non, sinon, on le sait-tu pourquoi il n'y a pas de filles au... Moi, je sais pas. Ça a-tu rapport avec un genre, ça? Faire une course à la chifferie? Je le sais pas. Si ça a un rapport avec un genre... Est-ce qu'il faut être une fille pour vouloir être chef? Ou est-ce que c'est impossible pour une femme de devenir chef du Parti québécois? Est-ce que le fait d'être une femme amènerait des idées différentes? C'est une autre question. Sans l'ombre d'un doute. C'est clair. Moi, je pense que oui, mais pourquoi il y a pas vraiment de femmes qui ont eu envie de se lancer ce tour ici? Je le sais pas.
c'est plate parce qu'on en voit pas mal, justement, là, au PLQ. Là, déjà, on a Mme Anglade qui... Oui, ben c'est ça dont on parlait. Qui va probablement être élu, d'ailleurs. Oui, ben ça va faire du bien au parti, puis je pense au paysage politique québécois. Ben, en même temps, la dernière fois qu'il y a eu une femme au PQ, elle s'est fait barouetter sur un moyen temps. Fait que peut-être c'est ça. Qui se pose des questions. Puis on peut pas dire que Martine l'a eu facile non plus. Non, absolument pas. Je pense qu'on a un problème à accepter qu'une femme soit chef d'un parti, puis particulièrement peut-être de ce parti-là. C'est intéressant. Je sais pas, hein? Est-ce qu'on irait jusqu'à accuser les péquistes d'être misogynes? Je pense pas que c'est... Non, je pense pas. On peut pas aller jusque-là. Ce que je pense, c'est juste qu'on est capable d'avoir des attitudes qui vont être différentes, puis que tu sais, c'est quelque chose qu'on voit souvent en politique, c'est que quand une femme vient en politique, on regarde souvent qu'est-ce qui fait que c'est pas une bonne femme, puis qu'est-ce qui fait que c'est pas un bon homme. Puis quand un homme vient en politique, on regarde pourquoi est-ce qu'il est fort. Fait que tu sais, on met toujours l'emphase sur le négatif, ou en tout cas très souvent sur le négatif quand on parle des femmes en politique, puis on met toujours souvent l'accent sur le positif quand on parle d'hommes en politique. Puis c'est beaucoup ce qui s'est passé. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de relativement flagrant, là, c'est la dernière campagne présidentielle aux États-Unis, puis ouais, tu sais, je pense que c'est un trend en général dans le monde politique occidental. Écoute, en parlant de politique américaine, ceux vous ne savez peut-être pas, mais on enregistre le soir, il est 21h, c'est le Super Mardi. Actuellement, les données que j'ai sur Super Tuesday Results de Google, c'est que Biden aurait remporté l'Alabama. Il serait en tête en Arkansas. La Californie, c'est pas encore starté. Biden a remporté Caroline du Nord. Bernie Sanders a remporté le Colorado. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est disponible? Biden en tête en Oklahoma. Biden en tête au Tennessee. Bernie est en tête au Texas, mais je pense que c'est chaud le Texas actuellement. Ouais, mais il a quand même pris une bonne avance sur Biden. Là. C'est 28-22%. On attend les résultats de l'Utah. Bernard Sanders a remporté le Vermont et Biden aurait remporté la Virginie. Donc, on suit ça de près pendant l'enregistrement. En fait, juste pour closer sur le sujet des femmes au Parti québécois, c'est vrai que quand tu regardes la façon, je reviens là sur ce qui a été dit, entre autres sur Martine, puis c'est vrai que quand tu vois comment des fois les femmes peuvent être bardassées en politique, peut-être que ça peut être rebutant pour certains. Je me souviens que, excuse-moi, j'avais un exemple vas-y, donc. clair là, de ce qu'on a vu dernièrement, là, c'est que je pense que c'était une représentante de la Californie qui se présentait aux primaires démocrates, si je me trompe pas, qui se faisait dire elle est méchante dans son leadership, elle est trop exigeante ou quelque chose comme ça, alors que si ça avait été un homme, probablement que ça aurait été vu comme un symbole de force. Ouais. Fait que c'est des exemples comme ça qui c'est sûr, ça doit pas motiver fort d'aller en politique. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, on a vu plusieurs cas depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir où des députés, des femmes députées puis des femmes ministres se font accuser justement d'avoir une pogne un peu trop intense auprès de leur personnel. Puis ça a été même jusqu'à provoquer une série d'articles dans le Journal Le Québec qui portait le titre, puis c'est pas moi qui le dis, là, c'est vraiment le titre avait les billets, c'était « Les crises de folle ». Donc, ça vous donne une idée. Là. Mais il y a aussi probablement que les femmes qui agissent comme des hommes, là, ça marche pas. Tu vois, là, si les filles arrivent d'un bureau, les femmes y arrivent d'un bureau, là, puis OK, ça va marcher de même. C'est beau le boss site. Comme les gars font, comme c'est ça qui est valorisé comme du leadership quand c'est un gars qui le fait. Comme du leadership masculin. Que quand les filles font ça, là c'est comme moins bien perçu. Il y a comme de quoi, ben non, une femme, ça peut pas faire ça. Là. Ça peut pas être de même.
C'est une question de préjugés, d'attitudes, d'attentes qui sont différentes entre les hommes et les femmes qui devraient pas. Parce qu'au final, ce qu'on va élire, c'est un chef de parti, une chef de parti, puis tout ce qu'on devrait chercher, c'est quelqu'un qui va être bon pour mener le PQ vers l'avenir, puis pas essayer de faire ces distinctions-là. Faut pas oublier que stratégiquement, les grands stratèges du PQ ont coupé les cheveux et ont transformé Mme Marois en homme pendant plusieurs mois dans l'espoir de la faire élire. Hein? Ça, ils ont fait acheter un chalet dans Charlevoix aussi. Oui. Puis, écoutez, ça sera toujours bien 3 gars qui vous en auront parlé de même pendant 20 minutes. Maintenant, ce qu'on va faire, on va vous parler d'élections fédérales. C'est l'élection fédérale qui va avoir lieu en octobre, peut-être. Le grand favori dans la course conservatrice, écoutez, je pensais jamais dire ça un jour. Le grand favori dans la course conservatrice, c'est Peter MacKay. J'ai comme la misère à dire ça. Propose de renverser le renversement du gouvernement de Justin Trudeau le plus rapidement possible. Lui, là, il a vu l'opportunité, puis il a vraiment le goût d'aller la jouer. Est-ce que, LP, je te pose la question, est-ce que Trudeau mérite de tomber si rapidement? C'est certain qu'il est au centre d'une grosse histoire là, en ce moment. C'est drôle parce que ça n'a pas été long avant qu'on puisse démontrer que, comme Benoît, tu dirais, là, de faire marcher la patente qu'est le Canada, ça marche pas fort. Puis il se retrouve encore dans un autre scandale qui implique encore les pétrolières. Puis encore, cette fois-ci avec la nation Wet'suwet'en. Puis je pense que peu importe qui est-ce qui serait devant cette situation-là aurait de la difficulté à gérer ça. Mais dans son cas, c'est l'inaction là, qu'on lui reproche. T'as peu. Il n'a pas été complètement là, inactif. Là. Il s'est fait pousser la barbe. Pour un nouveau Canada. Mais c'est ça. Fait que, ce problème-là, il n'est pas réglé au final. Mais là, de là à renverser le gouvernement, pour moi, c'est je veux dire, moi, renverser un gouvernement quand vous voulez, là, ça me dérange pas fort, là, surtout celui d'un autre pays de même. Là. Mais là, dans ce cas-ci, ce serait peut-être probablement à l'avantage du NPD, ou je sais pas trop, parce que les conservateurs sont encore en course. Je suis pas convaincu que de tomber en élection, c'est vraiment la meilleure façon pour eux de rallier leur base. Là. Je sais pas, comme sérieusement, peut-être que oui, peut-être que non, mais je pense que... Ça serait-tu seulement un discours électoraliste à ce moment-là, LP? Pour moi, peut-être que ce que je vois peut-être comme volonté de Peter MacKay, c'est... Tu vois, on a la crise du coronavirus en même temps, puis ça, c'est pas prêt d'être réglé non plus. Peut-être que MacKay veut causer, entre autres... parce que, j'imagine que de régler un problème comme ça va amener de la sympathie, ça va prendre du capital politique. Trudeau, il va prendre du capital politique en réglant cette potentielle crise-là. Laquelle tu parles, là, de... Le coronavirus. Je pense que c'est impossible de sortir gagnant. Celle des pétrolières, non, c'est ça, il est dans le marde, il s'en sortira pas. Puis sinon, en même temps, est-ce que MacKay veut provoquer son élection à la tête du parti le plus rapidement possible pour commencer à justement pouvoir travailler là-dessus avant la date de... Je sais plus trop c'est quand, là, genre en juillet, là, en juin, leur élection pour le... Oui, la course à la chefferie. Mm-hmm. Puis en même temps, je sais pas de quoi ça a l'air, le côté financier. Mais je présume que les conservateurs, leur coffre doit se renflouer relativement rapidement. Ils doivent recevoir quand même certains dons des fans de pétrolières, disons. Fait que je pense que peut-être ça remonte vite de leur côté, des autres côtés peut-être un peu moins. Est-ce qu'ils veulent profiter de ça? Peut-être. En tout cas, c'est comme un très étrange move avec si peu de temps au gouvernement depuis son élection. Il faut se dépêcher à élire un gouvernement conservateur si on veut pas l'éclatement du Canada par la sécession de l'Alberta. Benoît, comment tu vois les choses? Pour revenir sur le côté de est-ce que ce serait bon d'aller en élection, et c'est parce que je suis pas sûr qu'on peut le remplacer par quelque chose de mieux. Puis, en fait, je vais revirer ça de bord. Je suis pas sûr que le pari de MacKay, c'est le bon. MacKay, lui, il se dit, OK, là, les gens, ils sont un peu à l'os de la crise autochtone, on va renverser le gouvernement, puis ils vont voter pour nous autres. Pas sûr que les gens seraient plus contents
de comment les conservateurs géreraient cette situation-là. Je trouve que c'est un pari risqué un peu. Moi, je pense qu'il y aurait le même genre de gestion sans l'hypocrisie. Ouais. Parce qu'on peut pas dire qu'il y a eu une gestion. Je veux dire, au final, non, il n'y a pas eu de gros leadership libéral. Il n'y a pas eu de leadership. On a vu une affaire un petit peu molle, un peu flottante, avec une participation puis une intervention de policière qui est restée constante et ferme. Je veux dire, je suis pas certain qu'on aurait eu de quoi de très, très différent avec les conservateurs. La seule affaire, c'est qu'on n'aurait pas fait à croire que, mon Dieu, que le peuple autochtone est important. On n'aurait pas eu les discours de Trudeau là, Non, mais je pense qu'il y a quand même un minimum de sincérité là-dedans. Pas nécessairement dans le sens que... Pour moi, il peut pas renier, il peut pas backtracker sur le travail relativement positif qu'il a fait auprès des Premières Nations. Puis c'est pour ça qu'il est dans une situation où est-ce qu'il est fourré en ce moment. Parce que s'il bouge trop vite... Pas dans le sens des pétrolières, ben c'est comme s'il reniait tout le potentiel bon karma qui s'est fait sur la question des Premières Nations. Ouais, mais... Pour moi, les conservateurs, eux autres, ils s'en sacent comme de l'an 40. Là. Eux autres, le pipeline, il passerait sur un moyen temps. Il s'en sac lui aussi comme de l'an 40. C'est juste qu'il met une couche de peinture pas mal plus épaisse pour y arriver au final. Comme on va voir, c'est un pipeline qui va passer, puis il y a une police qui va choisir, puis des droits qui vont être bafoués, puis tout ça avec une couche de relations publiques puis d'inaction, comme on est habitué de voir. Je sais pas. Toi, Benoît, ça te semble si différent au final? Si on se concentre sur le résultat final, les gars, ça va-tu être vraiment si différent que si ça avait été les conservateurs? Peut-être que ça a été plus vite si ça avait été conservateur. Ça aurait probablement été plus sec. Ouais. Ça avait été comme ça. Mais effectivement. Le résultat va être le même. Moi, c'est ça, on est d'accord. Connaissez-vous Alain Deneau? Alain Deneau, il dit que le Canada, c'est une grosse colonie pour les compagnies de matières premières, puis les minières, puis les pétrolières, puis tout ça. Ben, je peux te dire que l'actualité récente il donne pas mal raison. Ouais, c'est le passé colonialiste. Oh! Ça, c'était un cri de... Un cri du cœur. Un cri de douleur qui me vient directement du fond de mon Canada. Donc, course à la présidence maintenant. On a là, vous allez rire de moi puis vous me jugerez. Je me lance en disant Buttigieg. Ça marche correct. Pas super. Close enough. Oh, ouais. Et on a le petit Klobuchar qui ont quitté. Les amateurs de Pérus auront compris la référence. Qui ont quitté la course à la chefferie, puis qui ont décidé d'appuyer Biden. Ça n'en prenait pas plus pour qu'on entende des hauts cris de complot anti-Sanders. J'en ai lu dans mes propres groupes d'intérêt directement de gens qui sont en train de collaborer avec moi ce soir aux engagés publics. Est-ce que l'appui de ces candidats qui ont choisi d'appuyer Biden sont des gestes de l'establishment ou d'une stratégie de l'establishment démocrate pour nuire à Sanders, Benoît? Ben, moi, je suis obligé de dire que je pense que oui. Mais nuire à Sanders, non. C'est qu'eux, ils ont une idée de c'est quoi la meilleure stratégie pour battre Donald Trump en novembre. Puis Sanders, c'est pas ça, leur stratégie. Fait qu'ils se sont arrangés pour que ce soit pas lui. Ça ressemble à ça, en tout cas. Si c'est pas ça, là, si c'est pas ça, ou en tout cas, si c'est pas ça, comment? Attends un peu, là. C'est pas ça. En tout cas, il est pas allé, puisqu'on est dans les références à François Pérusse. Non, mais il pourrait pas s'être pris autrement, en tout cas. Il pourrait pas s'être pris autrement, en tout cas. Toi, ce que tu nous dis, c'est que finalement, ils sont sincères quand ils pensent que Biden serait la solution anti-Trump. Que si c'est pas le cas, à ce moment-là, c'est parce qu'il aimerait mieux avoir raison que de gagner. Oui. Ça serait-tu démocrate?
Ça serait la première fois qu'on verrait ça chez les démocrates. Hein? Que c'est comme chez les péquistes, d'ailleurs. Ben voyons, je l'ai tout le temps dit, moi, que les démocrates, c'est les péquistes des États-Unis. En tout cas, pour moi, LP. Il y a deux choses. Là. Oui, peut-être qu'ils pensent que Joe Biden a plus de chances de gagner. Je peux pas croire que moi, quelqu'un je pense ça. suis vraiment... Il a besoin de gagner en crise, en tout cas. Éloigne-toi de ton micro, Benoît. T'es en train de nous faire Bibi et Geneviève en... Excuse, LP, vas-y. Mais oui, moi, je vois pas vraiment l'argument de Joe Biden est le seul qui peut, qui peut battre Trump. Là. Pour moi, Bernie Sanders peut faire des alliances qui n'existent pas avec Joe Biden, faire sortir du monde qui n'existe pas avec Joe Biden. Non, mais Joe Biden n'attirera jamais le vote de quelqu'un qui aurait pu voter pour Donald Trump, alors que Sanders pourrait attirer des votes de Donald Trump. Ouais, non seulement ça, mais aussi... il peut aussi aller chercher des votes de monde qui ne votent pas, selon moi. Ouais, Sanders, certainement. Bon point. Joe Biden, Joe Biden, il fait partie de la gang qui nous a écœuré de la politique. Oui, exactement. Puis, mais en même temps, moi je pense que c'est pas juste on pense que Joe Biden peut gagner. Moi je pense que l'establishment du Parti démocrate, eux autres aussi, c'est du monde riche. Peut-être qu'ils veulent pas payer des taxes. Peut-être qu'ils aiment mieux que ce soit le statu quo, puis que ça bouge pas trop, puis que ce soit tranquille. Un Bernie Sanders qui se fait élire président des États-Unis, ou peu importe, dont son idéologie prend un peu plus d'avance, c'est pas vraiment à l'avantage des riches et puissants. Exactement. Ni de l'establishment, effectivement. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont démocrates qu'eux autres ici, c'est des socialistes. Là. Benoît, qu'est-ce que tu peux ajouter à ça, toi? J'ai pas grand-chose à ajouter. Je vais juste vous suggérer d'aller écouter le discours de Buttigieg quand il a annoncé qu'il se retirait de la course. Là. C'est un excellent discours. Si vous aimez les discours politiques, là, celui-là, c'en est un très bon. Comment il justifiait son appui à Biden? Son appui à Biden, ça, c'est arrivé juste le lendemain. Mais je sais pas comment il a justifié ça. Je sais pas. C'est sûr que lui, là, dans son calcul, par contre, là, le gars, il a 37-38 ans. Là, il s'est dit, moi, je n'ai encore pour 30-40 ans. Là. C'est pas mon tour, c'est tour ici. C'est tout. Ben, puis je pense que juste en participant, il a dû avoir quand même beaucoup plus d'exposure qu'il n'en a jamais eu dans sa vie. Fait que la prochaine fois, puis tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement toujours la première fois là, que le monde sont non, je sais bien, puis son jeu, c'est pas de se mettre l'establishment à dos non plus. Hein, c'est ça. Fait que, je pense qu'il joue quand même bien ses cartes. Oui, puis on a une belle démonstration de ce que c'est que la politique professionnelle à travers tout ça. Est-ce que... attends, on se fait-tu un petit tour des résultats du Super Thursday, tant qu'à faire, les gars? Ouais, excepté si c'est le Tuesday. Ça doit être Tuesday. J'ai dit Thursday, moi. Hein? Le Super Mardi. On est rendu jeudi. OK, attends un peu. Alabama remporté par... Ben, c'est encore comme tantôt, finalement. Alabama remporté par Joe Biden. Joe Biden est en tête en Arkansas. On attend toujours les résultats de la Californie. Joe Biden l'a emporté en Caroline du Nord. Bernard Sanders l'a emporté au Colorado. Ça donne combien de délégués, ça, le Colorado? Je ne l'ai pas. Il n'y a pas le Colorado, 67. 67. Mais ça, il les aura pas tous. Non, là, comme on a essayé de t'expliquer avant que le truc commence. Là, c'est une espèce de furie, le calcul des délégués. Là, on va même pas commencer à essayer. Le Maine est très, très... oui, c'est très égal en ce moment dans le Maine. C'est 34,3 pour Biden versus 33,9 pour Bernard. Ensuite, le Massachusetts n'était pas encore fini de dépouiller. Joe Biden est en tête au Minnesota. Joe Biden l'a emporté en Oklahoma. Joe Biden est en tête au Tennessee. Bernard Sanders est en tête au Texas. Je pense qu'il est parti pour l'emporter, une bonne avance. Ensuite de ça, on a en Utah, on a des résultats qui sont encore attendus. Bernard, sans surprise, a remporté le Vermont et Joe Biden a remporté la Virginie. Donc... Ouais, fait que je sais pas si on va être rendu pas mal à la fin de tout ça. Je pense que ça va être encore très chaud entre Biden puis Sanders. J'ai hâte de voir comment est-ce que la suite, la lecture qu'on va pouvoir tirer de tout ça suite
aux résultats. Fait que vous aurez eu l'occasion, chers auditeurs, de vous faire lire des résultats passés. Des résultats en temps réel qui sont déjà passés lorsque le balado sera en ligne. Mais les auditeurs, vous nous appellerez pour nous donner les bons chiffres parce qu'on veut les savoir. On veut les savoir parce que nous, on est pris dans une capsule temporelle qu'on appelle un balado. Ouais. Donc, s'il vous plaît, renseignez-nous. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires dans le bas. Vous êtes aussi invités. Donc, vous pouvez nous les écrire sur Apple Podcasts, Google Podcasts. Vous pouvez nous écrire ça sur SoundCloud. Vous pouvez aussi nous les écrire sur Spotify. Vous trouverez des façons. Vous pouvez venir sur notre page Facebook pour nous mettre des petits commentaires. Salut les gars, vous êtes pris dans votre capsule temporelle. Ben, sachez que c'est Bernard Sanders qui a causé la surprise. Vous pouvez nous insulter sur Twitter, sur YouTube. Vous êtes aussi invités à le faire sur Instagram maintenant. Et engagez-vous en visitant notre site web, engagépublic.com, engagé avec un S, public avec un S. Et je vous dis merci les gars d'avoir été présents. C'est Denis Martel qui est au micro en compagnie de Benoît Tardy et de Louis-Philippe Valiquette. Merci beaucoup les gars d'avoir été là. Merci Denis. Je suis allé au hockey ce samedi avec une petite gang de redneck. Païen. C'est quoi, t'as été voir? Les remparts. C'était qui les rednecks? C'était avec Denis, puis sa blonde, puis les parents de sa blonde, puis les parents de ma blonde à moi. Puis, tout du monde pas fréquentable. Les dits païens. Ça, on appelle ça les lundis païens. C'est les dimanches païens où tu as renié tes amis lorsque le coq chante. Ah ouais, vous êtes allé là à la place de la messe. C'est ça, exactement. Le corps du Christ, amen, un bon hot dog, puis... Le corps du Christ, amen, un bon hot dog, puis de la moutarde. Des pouilles, mouille, Texas.